on a tendance à dire que plus t'as de salariés, plus la data devient importante, parce que plus t'as de salariés, plus t'as de signaux faibles, plus t'as de choses qui se passent qui sont un peu en dehors de ton scope, et donc ça te permet d'avoir un peu une vision macro et de voir là où ça bloque. On va voir ensemble qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer et quel est l'indicateur qu'on va mettre en face. Parce que c'est une chose de placer quelqu'un dans une entreprise, mais c'est une autre de placer quelqu'un qui reste, qui est performant, qui est épanoui. Et ça, c'est vraiment ta qualité du recrutement. En fait, la donnée, elle va pas t'apporter toutes les réponses. Elle va pointer là où tu vas avoir un problème, et donc là où il faut que tu creuses. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Bonjour à toi, Juliette. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais très bien. Franchement, je pensais que 8h30, ça allait être tôt. Et finalement, non. Mais en fait, ça va. Mais c'est parce que t'es en bonne compagnie aussi. On t'aurait demandé à 8h30 d'aller faire, 1h30 de footing en plein Paris, périph' par exemple, t'aurais pas kiffé. Je suis en extrêmement bonne compagnie. Ah, magnifique, c'est beau. Ah, tu peux encore commencer par encore plus de compliments, comme ça on commence l'épisode sur un bon ton. Je suis trop contente de t'avoir dans cet enregistrement, et c'est rigolo parce que là, t'as été une des personnes, alors je cherche un terme qui est faux, mais tu as réussi à me convaincre de t'inviter sur un sujet important. On a fait le taf, t'étais au Tam Tam Show en juin, et je me souviens que tu m'as fait un des seuls feedbacks entre guillemets, c'est pas le cas, c'est pas le mot, mais c'est un entre guillemets négatif de la soirée. T'es venu me voir à la fin en mode, Léo, tu fais une journée entière sur le recrutement et tu parles pas de data. Et bon, c'est logique, il était genre 22h, donc t'as mis les formes que tu pouvais, avec le moment. Et je t'ai dit, mais c'est vrai. Et dans le podcast, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de sujets directement là-dessus. Et donc, on s'est dit, on enregistre ensemble. En plus, c'est ton cœur de sujet, c'est un peu ton sujet chouchou. Tu vas nous expliquer, mais t'as monté une boîte dans ce domaine-là. Donc, ravi de parler data, le sujet qui va faire fuir beaucoup de gens. Restez jusqu'au bout de l'épisode. Au moins, tentez la moitié. Si toi qui nous écoutes, tu te dis, mais moi, j'aime pas la donnée, j'aime pas les KPI. Tente. Essaye. Des fois, la vie, c'est tenter des trucs qu'on ne maîtrise pas. Mais Juliette, du coup, je te laisse te présenter, me dire en 2-3 minutes qui es-tu. Ouais. Donc moi je suis Juliette, je suis la cofondatrice de Polar. En fait nous ce qu'on fait c'est qu'on développe un outil qui permet aux entreprises de planifier leurs effectifs et de suivre cette planification dans le temps hyper facilement, parce qu'en fait ce en quoi on est convaincu, ce qu'on croit, c'est que la réussite des entreprises passe d'abord par les gens, et qu'en fait si t'as les bonnes personnes au bon endroit avec le bon niveau de motivation, tous ensemble vers un objectif commun, en fait, t'as la réussite de ta boîte. Et comme tu l'as dit, moi j'ai une grosse passion pour la data RH, et surtout comment faire un avantage stratégique pour les entreprises. Et t'as totalement raison, effectivement, je suis venue te voir à la fin du Tam Tam Show, qui n'était pas du tout quelque chose de négatif. Je sais. Et en plus, dans tes podcasts, tu parles un peu de data, parce que je l'ai vu avec Alexis notamment, oui. Où tu relis data business, qui finalement, recrutement business, voilà. Très bien. Non mais c'était pour la boutade, hein, t'inquiète, je l'ai pas du tout mal pris. Sinon je t'aurais pas invité et j'aurais fait un post négatif en disant genre ne parlez jamais à Juliette, surtout la data ça sert à rien en plus. Tout le monde le sait que ça a aucun intérêt et c'est juste un truc pour embêter les recruteurs. Non, beaucoup de recruteurs juniors n'aiment pas la donnée, mais parce que souvent, on en parlera après, mais souvent on te demande de la collecter, mais on te demande pas de l'utiliser. Du coup, t'as aucune idée de pourquoi est-ce que tu fais les choses, et c'est un peu un truc où tu mets des œillères et c'est pas forcément dingue, mais on reviendra dessus. Deuxième question pour toi, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que je pose à tous les invités de cette saison 3. Dans un monde de recrutement idéal, genre une utopie du recrutement, il se passerait quoi ? Premièrement, je pense à un plan de recrutement qui est bien fait, et donc en fait qui bouge pas dans le temps, en tout cas qui a prévu tout ce qui était prévisible. Parce qu'il y a énormément d'imprévisions. Enfin, d'imprévisions, ça ne se dit pas d'ailleurs. Imprévisibilité ? D'imprévisibilité, effectivement. Donc en fait, il y a des choses que tu ne peux pas prévoir, des départs que tu n'as pas vu venir, etc. Mais en tout cas, d'être capable de prévoir tout ce qui est prévisible. Donc un plan de recrutement qui ne bouge pas trop. Et évidemment, un recrutement simple, rapide, des candidats au top, qui restent dans l'entreprise pendant 2-3 ans après avoir été recrutés. Ça, c'est assez idéal, en fait. Merci de nous faire rêver de cette utopie recrutement. C'est bon, après, je pense à la fin, je pourrais combiner à la fin de la saison 3 toutes les utopies globales et voir en fait est-ce qu'on est tous d'accord ou pas. Dernière question pour toi, est-ce que tu as un coup de gueule ? Là, on était sur le hyper positif, là on est sur du coup de gueule. Est-ce que tu as un truc à dire, un truc que t'es pas contente, t'es fâchée, t'es en colère ? Pas un coup de gueule, vraiment juste une question. Okay. Déjà, pourquoi est-ce que les équipes RH et les équipes recrutement ne se basent pas plus sur la data pour
pour travailler, et surtout pourquoi est-ce que autant d'équipes se basent encore sur Excel. Non, mais qui est vraiment un outil qui est ultra performant, mais qui n'a pas du tout été pensé pour la collaboration à grande échelle. Et donc, en fait, avec une fiabilité des données qui est quand même relative, et des problèmes de collaboration, en fait. Donc ça, j'ai plus une question, pas un coup de gueule, parce que je suis vraiment encore dans une démarche de compréhension de pourquoi les gens font encore ça. Je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Donc voilà, pas un coup de gueule, mais plutôt une question. Trop bien. Donc du coup, on l'aura compris, cet épisode n'est pas sponsorisé par Microsoft derrière. Parce non, ni Google. Non, ni Google. Parce qu'il y a en effet Google Sheet, Excel, même combat. Trop bien. Merci à toi pour cette petite intro. On va parler KPI, on va parler data et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va faire une sorte de mini-exemple avec un cas concret. Donc on va d'abord parler un peu théorie, un peu bonne pratique. Et dans une troisième partie, on verra un exemple précis de comment on fait X avec Y pour arriver à Z en résultat. Et là, j'ai mis le teasing et les gens vont dire, mais par contre, ne zappez pas directement à la minute 30 ou autre, c'est pas drôle. Partie 1 qu'on va aborder, c'est du coup, les KPI. Les KPI, à quoi ça sert la data? Question un peu tarte à la crème. Ça sert à quoi de mesurer les choses qu'on fait? Alors, juste pour répondre à cette question, je vais faire une distinction entre, on dit data informed et data driven. On entend souvent ça, data driven. En fait, une décision data informed, c'est une décision qui est basée en partie sur la data, mais tu vas te baser sur autre chose. Okay. Alors qu'une décision data-driven, c'est une décision qui est basée uniquement sur la data. Okay. Moi, je suis plutôt partisane de la décision data-informed. Le lapsus. Évidemment. Surtout dans le recrutement où tu as quand même une grosse expérience terrain. Donc, ça sert à quoi de mesurer la data? Le maître mot, c'est savoir. Ça sert à savoir, en fait. Et notamment, ça sert à comprendre ce qui fonctionne, comprendre ce qui ne fonctionne pas. Donc, optimiser les process, améliorer l'expérience candidat, parce qu'en fait, tu sais là où ça bloque. Et ensuite, aligner toutes les parties prenantes, parce qu'en fait, on dit beaucoup, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. La réalité, c'est que les chiffres ont souvent plus d'impact que l'intuition, notamment quand on parle à une direction générale, une direction financière, qui sont énormément drivées par les chiffres. Donc ça sert à tout ça. Ils vont préférer ça, tu vois, genre entre dire en effet, voilà, on a, je sais pas, 10% de réduction des candidatures et donc ça nous porte à X, c'est mieux qu'on a moins de candidatures. Enfin, tu as tous les exemples du recrutement. Et surtout quand tu parles à des codires, à des comex, qui, comme tu dis, la finance, c'est géré avec des stats, avec des KPI, le marketing aussi, et le RH et le recrutement, on est un peu les parents pauvres de tout ça. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, tu me diras, mais il y a, je pense, il y a 20 ans, le marketing a fait sa mue. Nous, ça fait 4-5 ans, quoi, que les RH et recruteurs et recruteuses commencent à s'y mettre, mais je dis bien commence à s'y mettre, et j'ai hâte de voir mon utopique, tu vois, dans 10-15 ans, si vraiment on aura la data partout. Là-dessus, du coup, c'est important, tu vois, genre tu disais savoir, mais enfin, ça sert à quoi? Est-ce que tu dois tout savoir sur tous les process de A à Z? Est-ce qu'il y a des moments, est-ce qu'il y a des choses qui sont plus utiles que d'autres à savoir, ou est-ce que tu dois tout traquer? Alors, non, tu dois pas tout traquer, ça dépend vraiment des contextes de boîte. On a tendance à dire que plus t'as de salariés, plus la data devient importante, parce que plus t'as de salariés, plus t'as de signaux faibles, plus t'as de choses qui se passent qui sont un peu en dehors de ton scope, et donc ça te permet d'avoir un peu une vision macro et de voir là où ça bloque, et ou dans des contextes de forte croissance où ton entreprise elle évolue énormément, ou dans des contextes de crise où là en fait il faut vraiment traquer très, très finement. Et là où t'as raison sur ce que tu disais tout à l'heure, j'ai voulu rebondir et je me souviens plus ce que t'as dit, ça va me revenir. C'est pas grave. Ouais, ça va me revenir. Donc voilà, a priori, c'est effectivement, mais on en parle un peu plus tard, mais c'est effectivement un écueil que tu as quand tu analyses la data, c'est de vouloir tout mesurer d'un coup, et donc en fait te perdre un peu dans les chiffres sans objectif précis. Donc l'idée en fait c'est vraiment d'avoir une vision très macro de ton process de recrutement, donc à chaque étape, pour voir là où tu as un problème, et s'il y a un problème, là tu vas regarder plus en profondeur et regarder de plus de KPI, mais en vrai, si tu as déjà une vision macro, c'est bien. Voilà. Oui, ça peut aider déjà. Et c'est vrai que tu as des... Enfin, tu vois, moi, souvent, avant des formations, on fait des fois des... Alors, j'aime pas ce mot, mais des audits. J'aime bien plutôt appeler immersion ou autre. Et pour comprendre comment une boîte fonctionne niveau recrutement, avant de les former de manière plutôt personnalisée. Et tu as un truc qui revient souvent, c'est que tu as beaucoup trop de KPI et ils n'ont pas utilisé. Et c'est un peu le paradoxe, et du coup t'as la direction qui dit moi j'en ai plein mais j'arrive pas à les suivre parce qu'ils sont pas pertinents, et t'as les recruteurs et recruteuses qui te disent moi j'en mesure, je prends note mais je sais pas à quoi ils servent. Et comment tu résous ça en fait entre la volonté de la direction qui te dit moi je veux plein de KPI, je veux plein de tracking, je veux tout savoir, et t'as les gens plutôt entre guillemets
sur le terrain opérationnel, qui sont au quotidien avec les candidats et dont c'est le job en théorie de faire passer des bonnes expériences candidats, etc., plus que de noter sur des Excel ou sur des Google Sheets. Comment tu pallies à ça quand tu as une dissonance entre la direction et l'opérationnel? Je pense déjà, la première chose, en tout cas nous c'est ce qu'on voit entre les équipes RH et les équipes finance, c'est l'alignement des définitions de la donnée. Enfin, en gros, il faut que un ETP pour une équipe, ce soit le même ETP pour l'autre. Parce qu'en fait, déjà, sinon, tu parles pas le même langage. Donc la première étape, c'est vraiment aligner les définitions. La deuxième, c'est définir des objectifs ensemble. Donc en fait, de dire, ok, mais en fait, qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer ? Ok, c'est quoi l'indicateur qui va nous permettre de voir est-ce qu'on l'a amélioré ou pas ? Et ensuite, un suivi des deux côtés, quoi. Donc une personne, donc l'équipe recrutement va traquer et analyser, elle va partager les chiffres à sa direction et la direction va dire ok, ça me va, ça me va pas. Mais en fait, il y a vraiment un point de départ qui est on va voir ensemble qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer et quel est l'indicateur qu'on va mettre en face. Et là, tu alignes tout le monde dès le départ et donc en fait, après le suivi, il est beaucoup plus simple. Et en plus, tu as aligné tout le monde sur les définitions, donc a priori, tout le monde sait de quoi il parle. Cool. On est aligné là-dessus. Enfin, c'est souvent, moi, je fais de la reco aux boîtes, c'est faites des KPI qui parlent aux équipes et pas à vous. Et c'est un peu paradoxal quand tu es habitué à décider en tant que comex ou que dire, mais je te rejoins, faut les co-construire, sinon ils seront jamais partagés. Et ça vaut pour tout en recrutement. Hein. Si une annonce tu l'as co-construit, un process tu le co-construis, une trame d'entretien, etc., etc. On est du coup sur purement KPI. Après on parlera comment est-ce qu'on fait le suivi, parce que c'est souvent un peu le truc aussi qui est difficile. Genre, ok, j'ai défini mes KPI, mais comment je les mesure? C'est quoi les top KPI du recrutement? Il y en a plein. Tes préférés, c'est quoi? Si tu devais en garder 4-5 qui sont les plus impactants, les plus utiles, tu gardes quoi? Alors, je pense que ça dépend des contextes de boîte, mais a priori, et ça je l'ai entendu dans la non-conférence du recrutement, l'idéal c'est de refaire ton process de recrutement, parce que c'est ça qui va te dire là où ça bloque. Donc en fait, tu refais ton process, c'est-à-dire du sourcing à l'offre, et tu regardes en fait où est-ce que tu perds les gens en cours de route. Le fameux taux de conversion. Ça, c'est assez intéressant. Et il y a un autre KPI que Laurent Broy a mentionné pendant la non-conférence du recrutement, qui est la qualité du recrutement. Parce que c'est une chose de placer quelqu'un dans une entreprise, mais c'est une autre de placer quelqu'un qui reste, qui est performant, qui est épanoui. Et ça, c'est vraiment ta qualité du recrutement. Donc, comment est-ce que tu calcules cette qualité ? Je pense que ça dépend vraiment des boîtes, etc. Mais ce KPI, il est intéressant. Donc, est-ce que ton process, il est efficace ? Parce que ça, c'est important. Où est-ce que tu perds les gens ? Et est-ce que ton recrutement, il est qualitatif ? Et après, tu as plein de... Tu vois, dans le process, il y a plein de trucs. Nombre de candidatures reçues, le temps entre les étapes, le turnover des personnes dans les 6 premiers mois. Enfin, tu vois, sûr. Trop bien. Donc si tu devais en garder deux, c'est ces deux-là, et je suis d'accord, c'est parmi les plus utiles, parce que le reste, tu vois, en effet, la durée du recrutement, c'est cool, les fameux time to hire, time to fill, etc., que tout le monde, qu'on cuisine à toutes les sauces, c'est bien, mais c'est moins utile que de savoir ton process à quel point il est efficace et la qualité. Mieux vaut recruter lentement quelqu'un qui va rester, qui va être épanoui et qui va amener de l'impact, que du coup d'être hyper fier de dire on a closé en 4 semaines, mais tous les 6 mois les gens se cassent. Là-dessus, t'as un truc qui est bien, et je permets de rajouter, mais peut-être que tu vas d'ailleurs apprendre un truc sur là, mais dans le qualité de recrutement, un truc qui marche bien, c'est de faire un double NPS. Donc à genre plus 6 mois, tu demandes un NPS au candidat. À combien t'es content de ton manager et ta boîte, et tu demandes au manager à combien t'es content de ton candidat, tu combines les deux, et du coup tu vois si t'as des dissonances ou pas entre ce qui était prévu, ce qu'on a vendu à l'un et à l'autre, et la réalité. Ouais, ton associée Elise, elle en parle dans un podcast souvent. Qu'elle a fait. Dans celui avec Adrien, elle en parle. Ouais, exactement. Bon, voilà. Tu vois, genre. Mais oui, effectivement, c'est un KPI hyper intéressant. Il est ouf. Mais surtout, en fait, le fait de faire ton process de recrutement ne t'empêche pas d'aller creuser après quand tu vois qu'il y a un décrochage. Pareil, à la non-conférence du recrutement, il y avait une personne qui disait on s'est rendu compte qu'on perdait la moitié des candidats à l'entretien manager. Et donc, on comprenait pas pourquoi on commençait avec un nombre acceptable de candidatures et on finissait avec un nombre pas du tout acceptable de candidats. Et en fait, on a formé les managers à l'entretien et on a arrêté de perdre les gens. Ouais. Tu vois, t'as aussi une question de délai. Toi, tu fais ton sourcing, ton screening et tout hyper rapidement. Puis après, le manager te dit j'ai pas de rendez-vous avant 1 mois. Ah bah ok, mais en fait, entre les deux, tu perds les candidats. Donc tu vois, ça te permet d'aller creuser là où il y a des problèmes.
T'appuies sur un truc hyper intéressant, c'est que faut aussi, la donnée en elle-même n'est pas forcément des fois toujours utile. Par exemple, là, ce que tu dis, c'est, par exemple, je sais pas, tu passes entre entretien 1 et 2, tu passes à 50%. Est-ce que c'est 50% de gens qui quittent ton process parce qu'ils sont deg, ou est-ce que c'est que ton manager en sélectionne qu'un sur deux? Et ça veut pas dire la même chose. Quand tu regardes un tableau Excel ou autre, t'auras écrit 50% de drop, mais tu sauras pas du coup si ce drop il vient des candidats ou des managers qui sont bien sélectifs. Parce que typiquement, un taux de conversion 50%, c'est bien. Si tu arrives à sélectionner une personne sur deux que tu vois en cas pratique, c'est une bonne chose. Par contre, si tu en prends 100% ou 0, c'est qu'il y a un problème. Tu es soit pas du tout, soit trop sélectif. Donc ça, c'est compliqué. Comment tu t'assures de faire ça? Enfin, tu vois, entre la donnée qui va être aperçue et comprendre ce qu'il y a derrière, il faudrait une sorte d'astérix à chaque fois pour expliquer ce que c'est, ou comment tu fais en sorte que les gens comprennent la donnée qu'ils voient? Dans le sens, les recruteurs? Ouais, le chiffre en lui-même, tu vois, typiquement 50% de drop, comment tu fais en sorte pour savoir si est-ce que 50% de drop c'est lié au candidat qui quitte le process, parce que lenteur manager comme tu disais, ou c'est parce que c'est la sélectivité du manager? Ah bah je pense que ça c'est sport d'équipe. Donc déjà, tu as bien défini tes objectifs au début. Après, tu vas regarder un peu historiquement. Tu vois, si tu as toujours été à 50% et que les gens que tu recrutes, ça se passe très bien, 50% est un bon chiffre. Si tu as été, je sais pas moi, à 75 et tu passes à 50, ok, bah là, tu vas commencer à creuser. Tu vois, il y a la data en elle-même, c'est intéressant, mais c'est aussi l'évolution sur la durée qui est intéressante. Si tu as un énorme drop à un moment, bah, il y a peut-être un problème. Et là, tu vas creuser. Okay. Et donc, tu vas aller voir les managers, tu vas dire, bah attends, sur tes derniers recrutements, tu en as sélectionné que 1 sur 2. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est OK? Si c'est OK, très bien. Dans ta tête, tu dis, OK, 50%, c'est OK. Et donc, tu passes, tu vois. En fait, la donnée, elle va pas t'apporter toutes les réponses. Elle va pointer là où tu vas avoir un problème. Et donc, là où il faut que tu creuses. Elle va t'aider à prioriser là où il faut que tu creuses, en fait. C'est ça qui est hyper intéressant. Mais c'est pas parce que tu vois 50% que tu te dis, OK, c'est bon, j'ai la réponse. C'est toute la réflexion derrière. C'est ça qui est cool. Trop bien. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Je pense que ça fera un très bon extrait. On va passer à une autre partie intéressante. C'est en gros, on a terminé les KPI les plus importants. Il y en a plein, évidemment. Chaque entreprise est libre de fixer les siens. Il y a un truc souvent après qui est difficile, c'est de les mesurer. Et là, moi, dans les boîtes que j'ai avec la compagne, je vois de tout. Il y a des gens qui c'est 100% ATS. Il y a des gens, c'est des choses dédiées. Ils ont créé des outils en interne. Il y a des gens, c'est du Excel, évidemment. Il y en a, c'est rien. Voire, j'ai eu des fois une grosse ardoise, un gros tableau blanc dans un bureau recrutement et les gens mettent des petits traits. Comment du coup tu fais pour pour vraiment arriver à avoir cette culture data du début à la fin, avant même de parler de comment tu mesures concrètement, comment tu tiens dans le temps une boîte data informed du coup? Donc déjà tu essayes de faire comprendre aux équipes pourquoi c'est intéressant. Ça c'est important. Et surtout, pourquoi c'est si important et surtout, pourquoi c'est si bien pour les gens. Parce qu'en fait, là, on est en train de dire, ouais, tu peux spotter des problèmes, etc. Le fait est que c'est aussi pour toi. En fait, tu peux voir là où tu es fort, parce qu'en vrai, ça sert aussi à ça, les indicateurs. C'est de voir là où tu réussis, mais là où tu peux t'améliorer aussi. Donc, en fait, pour les équipes, c'est super bien. Donc, il faut vraiment bien expliquer parce que, en fait, parfois, tu vas mettre en place des indicateurs un peu trop tard et donc les équipes vont avoir l'impression que c'est du flicage alors qu'en fait c'est vraiment juste pour s'améliorer. Ce qu'on voit souvent dans les entreprises, c'est tu vas fixer des objectifs, donc c'est ce que je te disais, conjointement, direction, recruteur, RH, finance, tout ce que tu veux, mais tu vas fixer des objectifs ensemble, pas beaucoup, 3, 4 max, et en face tu vas mettre un indicateur et c'est ça que tu vas suivre. Comme il n'y en a pas beaucoup, c'est plus simple à intégrer dans les process quotidiens. Donc, tu vois, c'est 3 tableaux de bord. Si ça baisse, on creuse, mais si ça baisse pas, on est content. Et un partage régulier des résultats. Ok, en fait, dans notre boîte, notre objectif, c'est de recruter plus vite. Aujourd'hui, on met 6 mois à recruter un commercial. On veut passer à 3 mois. Ok, on va regarder toutes les semaines, tous les mois. Est-ce qu'on a baissé ce qu'on appelle time to hire? Si on le baisse pas, pourquoi? On va aller creuser. Si on le baisse, en fait, c'est trop bien, on continue. Tu vois, c'est vraiment commencer avec peu d'indicateurs, suivi vraiment bien dans le temps. Et puis, en fait, mais avec des objectifs précis. En fait, ce qu'on veut, c'est pas juste mesurer la data pour mesurer la data, c'est mesurer la data pour améliorer un processus qui, in fine, va nous rapporter du business parce que
C'est ça, en fait, ce qu'on veut à T'as la fin. pas d'autres... je suis d'accord. Et tu rejoins un peu, enfin, tu sais, c'est la fameuse méthodologie des OKR, alors bon, que Exactement. beaucoup de gens veulent suivre, mais que personne n'arrive à vraiment faire concrètement. Enfin, si tu trouves des boîtes qui font ça vraiment bien, je prends. J'ai pas réussi à encore en trouver. Où du coup, en effet, tu parles d'un objectif business, tu le transformes en objectif RH recrutement, qui est ton objectif, et ensuite t'as tes KR, qui sont tes key results, et là, pour le coup, qui doivent être mesurables. Et donc, la data sert à voir si concrètement, t'as atteint tes résultats qui sont en lien avec l'objectif RH, qui est en lien avec l'objectif business. Exactement. Et sans ça, en effet, ça sert à rien. Et un truc là-dessus, après, j'ai une question à te poser, et ça va être une belle passe décisive pour toi, mais un truc qui marche bien, et ça peut être paradoxal pour une boîte qui nous écoute, c'est du jour au lendemain, par exemple, pendant un mois, d'arrêter tout KPI. Par exemple, sur le sourcing, les recruteurs et recruteuses souvent détestent les KPI sourcing. Combien de gens t'as contacté? Combien de gens t'ont répondu? Combien de gens... Nanana. Ça sert à rien. Du jour au lendemain, tu peux te dire, on arrête tout, et pendant un mois, tu mesures pas. Du coup, les gens vont avoir une sorte de bouffer un peu de liberté en mode, waouh, trop bien. Du coup, je peux me concentrer sur mon boulot. J'ai plus besoin de traquer. Et ensuite, t'en réintroduis un, puis un autre, puis un autre. C'est un truc qui marche bien et qui va en lien avec ce que tu dis. Ah, j'ai jamais entendu ça, c'est hyper smart. C'est violent comme truc, parce que tu dis ça à un manager recrutement, arrête les mais comment je fais? Bah, tente. Et sur les 2-3 boîtes avec lesquelles on a tenté, à chaque fois, c'était lié à libération. Genre, les gens regardaient avec des grands yeux en mode, attends, vraiment, j'ai plus besoin de faire mon tableau de reporting toutes les semaines? Exactement. Et tu dis, mais combien de temps tu gagnes? Tu sais pas, tu sais plus rien. T'es dans le flou pendant un mois, mais c'est pas grave. Et donc, peut-être que donc, en fait, tu te mets à prioriser l'information dont tu as vraiment besoin. Exactement. Et tu en réintroduis progressivement. Et tu dis, ah ouais, là, en fait, c'est super dur de pas savoir. Exactement. Entre le nombre de candidatures que je reçois et le nombre de candidatures que je choisis, le gap qu'il y a entre les deux. Exactement. Et donc, c'est ça que tu mets en... Ah ouais. La révolution. C'est Révolution des KPI. Non, mais c'est vrai que c'est pas mal. T'enlèves de la table et tu recommences. Ouais, c'est ça, en fait. Parce que c'est vrai qu'on a... Il y a à boire et à manger, en fait, quand tu tapes KPI recrutement sur Internet. Il y a tellement de choses, tu te dis, mais je pourrais jamais traquer tout ça. Et effectivement, la vraie question qu'il faut se poser, c'est, mais qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir pour m'améliorer? C'est ça. Et donc, pour améliorer le process, et donc pour avoir des candidats plus qualitatifs, et donc pour en fait améliorer le recrutement dans ma boîte, quoi. Donc, à tes clients, tu leur recommandes ça. Genre, ras-le-bol, nettoyer tout et recommencer à zéro. Utiliser. Ça, je sais plus comment ça s'appelle, non, je sais plus dans quel film, ça s'appelle Table rase. Je crois que c'est dans un des films Avengers, je sais pas quoi, où genre t'as un truc qui peut oublier tous les trucs qui sont liés, infractions liées à ton prénom et ton nom de famille. Table rase. Dans les fichiers de police, on oublie ton prénom et ton nom et tu repars à zéro. C'est un peu ça. Tu fais table rase. T'as des outils à recommander pour faire ça, à part Excel et Google Sheet, qui peuvent faire le taf quand même, mais tu vas nous en parler. C'est quoi les outils qu'on utilise pour suivre nos données? Ça dépend vachement. En fait, ça dépend de ton budget et ça dépend aussi de la structure de ton entreprise. C'est-à-dire que est-ce que tu as une équipe data en interne avec un data analyst qui peut t'aider? Est-ce qu'il y a une personne dans ton équipe que ça intéresse de faire de l'analytics? Donc, en fonction un peu de tes conditions, tu peux choisir tel ou tel outil. C'est un peu une question piège que je vais faire ma pub, mais en vrai, tu vois pas mal arriver en France des outils de People Analytics, qui sont vraiment des outils d'analyse data RH 100%. Nous, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les outils RH, et notamment dans tous les ATS, tu commences à avoir un peu d'analytics qui te permet de démarrer, en fait, tu vois, en data sur le recrutement. Et après, tu as toujours Excel et Sheets, mais c'est ce que je te disais au début, c'est que ça a été pensé pour la collaboration à toute petite échelle. Ça n'a pas été pensé ni pour la collaboration à grande échelle, ni pour les allers-retours, les autorisations. Et surtout, en fait, ça n'a pas été pensé pour qu'il y ait plein de gens qui manipulent des données hyper sensibles. Tu vois, c'est pas... Donc, la recommandation, surtout quand on est sur de la data RH, c'est quand même de prendre un outil où tu es sûr que c'est safe et tu es sûr qu'en fait, tout le monde peut collaborer avec des autorisations en fonction de ce que tu as le droit de voir ou pas dans les boîtes. Ça dépend, ça dépend de la publicité que les boîtes veulent donner sur leur salaire, par exemple. Donc, je pense que ça dépend vraiment. En fait, il faut d'abord se poser la question de est-ce qu'on a quelqu'un en interne qui est capable de me construire des rapports? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon équipe qui est capable? Est-ce que j'ai regardé déjà ce que j'avais dans mon ATS comme données? Et après, tu vois, à quel point je veux aller loin dans mon analyse data. Je suis d'accord. Et c'est vrai que c'est un truc, souvent, t'as un paradoxe, t'as plein de gens qui me demandent quel ATS je choisis. C'est une question qu'on me pose souvent sur LinkedIn. Et du coup, souvent, un truc, c'est ouais, mais l'analytics. C'est genre, ok, qu'est-ce que t'as besoin? Je sais pas, mais je veux d'analytics. Et du coup, comment tu veux choisir un outil qui est un ATS avec de l'analytics si tu sais pas de quoi tu as besoin? C'est un peu le paradoxe. Et souvent, aujourd'hui, juste en fait, prends celui qui est le plus simple et qui te donne, qui sur le reste t'intéresse. Aujourd'hui,
Alors, je vais pas faire plaisir à Tim Taylor, mais il n'y a pas un seul ATS aujourd'hui qui est incroyable sur les stats. Il n'y en a pas un seul sur le marché. Même les très chers ne fonctionnent pas. Et donc, autant qu'apprendre un outil qui est meilleur sur tout le reste, ce qui est par exemple le cas de Tim Taylor, et qui en fait sur l'analytics fait ce que tu as besoin de faire. Genre, un peu en mode Pareto, tu vois. Genre, t'as pas besoin d'avoir un truc incroyable, comme tu dis au début quand tu débutes. Et si tu veux aller plus loin et être vraiment data informed ou même data driven, tu peux après aller plus loin et avoir un add-on, un plugin, un truc. Tu t'intègres aux ATS avec Polar. On s'intègre aux ATS. Tu vois, tu rajoutes la couche vision. Exactement. Et en fait, oui, t'as raison sur est-ce que ton ATS il fait déjà le boulot d'un ATS. Et après, qu'est-ce qui t'apporte comme données. Après, tu peux commencer par faire un export et faire sur Sheets, mais encore une fois, tu vois, c'est pas idéal. Et après, oui, effectivement, t'as des outils comme les nôtres qui sont pensés pour l'analytics du plan de recrutement et qui là vont t'aider à faire et un très bon boulot d'ATS et un très bon boulot de suivi des KPIs, quoi. Donc c'est vraiment le best of both worlds. Best of both worlds. Ouais, yeah, thank you very much. You can switch in English if you want for the rest of the podcast. Est-ce que tu aurais dans les KPI c'est quoi les écueils, les erreurs sur lesquelles, enfin, les coquilles, les cailloux dans la chaussure? Bah, c'est ce qu'on a dit, mesurer pour mesurer. Ouais. Donc sans objectif précis. Donc en fait, te perdre un peu dans la donnée parce que tu vois, tu peux tout mesurer en fait. C'est ça qui est assez grisant et en même temps assez flippant. Et surtout rien faire de la donnée. Parce que la data pour la data, c'est intéressant, mais en fait, si t'en fais, c'est quand même fait pour te faire agir, tu vois, dans la bonne direction. Donc en fait, si juste tu mesures pour mesurer et que tu fais rien, ça sert pas à grand chose. Et parfois, c'est un peu se perdre dans des tableaux de bord où t'as 50 indicateurs différents, où tu peux tout comprendre, tout analyser, tout interpréter, mais qui finalement vont te laisser un peu dans une sorte d'analyse paralysante où tu changeras pas grand-chose. Alors que si tu choisis 2-3 indicateurs et que c'est vraiment ton étoile polaire, tu la suis, tu l'analyses, là, tu vois, ça devient beaucoup plus intéressant. Ça vient de là, Polar? Mon associé, moi, c'est le jour polaire, le jour qui ne se couche pas dans les pays du Nord. Et mon associé, oui, c'est l'étoile polaire. Nice. Wow. T'avais fait un gros mind blown. Ok, donc erreur numéro 1, c'est ça. Qu'est-ce que tu as d'autre comme erreur que tu pourrais voir? Et je pense ne pas impliquer les bonnes personnes. Tu vas ne pas... En fait, ne pas montrer à quel point c'est intéressant de traquer. Et donc de générer un peu des réticences dans les équipes. Oui. Tu vois, que ce soit sur les managers, sur les recruteurs. Parce que tu peux aussi... si t'embarques pas les gens avec toi, ils peuvent se dire... Bah, c'est ce qu'on disait juste avant. Oh là là, mais en fait, est-ce que c'est parce que je fais mal mon travail? Et en fait... La réticence, c'est la pire chose, parce que ça veut juste dire que les gens vont pas traquer, donc ou mal remplir, ou tu vois, il faut vraiment embarquer les gens, leur dire, je te jure, tu vas voir, ça va être incroyable. Suis-moi. Ouais, c'est ce que tu disais, le côté équipe, c'est hyper important, et comme le recrutement, ça reste un sport d'équipe. Et au global, tu as ce côté où tu vas à la fois les faire co-concevoir ce que tu disais tout à l'heure, les KPI qu'ils vont utiliser, les faire suivre ce qu'ils ont envie de suivre et en prendre des décisions, et pas juste pour le principe. Et là, ce que tu viens de dire, c'est voilà, chacun doit être impliqué à son niveau aussi. Tu vas pas demander la même chose à quelqu'un qui va être stagiaire en recrutement, un peu plus senior, un manager, un DRH, etc. Chacun a son niveau d'implication dans les KPI, mais trop bien. Et ça, faut que ça marche en équipe, sinon ça fonctionne pas. Si t'es OK, on peut passer sur notre magnifique cas concret qu'on avait préparé. On s'est dit, on allait finir par un truc méga activable. En théorie, les gens, là, dans les 10 prochaines minutes, pourront, on est d'accord, peut-être faire ça chez eux. C'est la promesse que tu donnes? Ouais. C'est ça quand même. OK. On va parler du coup du staffing plan. Enfin, on a commencé à parler un peu anglais. What is that thing? C'est quoi le staffing plan? C'est quoi cette bestiole? Alors, le staff plan, donc on dit staffing plan, on dit planification des effectifs. Ouais. La différence, c'est le temps. Tu vois, la planification des effectifs, ça va plus être 12, 18 mois, le staffing plan plus 6 mois. Mais l'objectif est toujours le même. Généralement, ça suit l'exercice de budget qui est fait dans les boîtes. Donc, l'exercice de budget va te donner un objectif de chiffre d'affaires à atteindre pour les mois à venir. Et le staff plan va mettre en face de cet objectif de budget un nombre de personnes qui va être nécessaire pour le faire. Et donc, après, tu as tout un travail de... tu vas regarder les gens que tu as déjà dans l'entreprise, et le gap entre les deux, ça va être généralement un plan de recrutement. Et donc en fait, c'est tout ce travail de se dire, ok, comment on a les meilleures personnes au meilleur moment, quand est-ce qu'on va les recruter? On va pas tous les recruter sur janvier, parce que globalement,
On n'a pas envie que nos recruteurs fassent un burn-out. En même temps, on va pas tous les recruter sur décembre parce que sinon, ça va être difficile de faire les objets. Ouais, et puis là-dessus, tu as aussi ce côté où ça coûte cher. Enfin, j'ai un exemple qui me vient par rapport à ce que tu dis, je me permets de t'interrompre, mais c'est que si tu recrutes tout le monde au début, en fait, en termes d'effectifs et de coûts que ça a, de masse salariale, bah, si la personne, tu dois l'avoir en juin et t'es content en tant que recruteur, ah, trop bien, je l'ai eu en janvier et pas en juin. Ouais, mais du coup, tu fais 6 mois de salaire fois le nombre de gens que tu recrutes trop tôt, ça peut couler une boîte, peut-être pas, mais en tout cas, ça peut bien avoir un impact négatif sur le business d'une boîte. Ah, bah, complètement. Non, mais surtout, tu as des postes, tu vois, des postes tech. 1 mois, 2 mois de salaire, ça peut vraiment faire du mal à ta trésor. Donc effectivement, et après, tu as aussi une priorisation des projets, parce que tu as des projets qui sont prioritaires, mais qui vont démarrer en juillet ou en septembre, tu vois, donc tu n'as pas besoin de trouver la personne. En revanche, tu as un projet qui est ultra prio, qui est plutôt pour février. Là, il te faut quelqu'un très rapidement, tu vois, ou des postes clés qui viennent de partir, etc. Donc, c'est vraiment un lissage, en fait, de ton plan de recrutement dans l'année, pour qu'en fait le travail des recruteurs soit facilité et qu'on évite de se retrouver avec il nous faut 5 personnes dans 1 mois, comment PLS. on fait Et là, il y a des boîtes qui font ça, mais sans données, qui ont en effet cette idée, l'année prochaine, voilà ce qu'on veut faire. Comment, du coup, ta donnée, ici, ta data, elle peut aider ? Bah, la précision. En fait, elle te permet d'être précis. Et tu vois, j'avais noté, par exemple, la prise en compte du turnover. Donc, sans partir dans quelque chose très IA, prédiction du turnover futur, etc. En vrai, même si tu regardes ton turnover historique, donc combien tu as perdu de personnes au cours des 5 dernières années, tu peux assez facilement évaluer combien de personnes tu vas perdre l'année prochaine. Et donc, en fait, ça va te permettre de un peu surstaffer tu vois, ton plan de recrutement en te disant, bah, en fait, si on perd 10 personnes par an, on va se dire que potentiellement on va faire 10 recrutements de plus que ce qu'on a prévu. Ce qui encore, en fait, ça te permet vraiment de ne pas te retrouver dans des situations d'urgence qui sont extrêmement désagréables pour les recruteurs, qui peuvent coûter cher parce que en fait tu vas passer par des caps de recrutement qui vont être chers, qui vont te facturer parce que c'est l'urgence. Tu vois, c'est comment, mais même voilà, c'est vraiment, en fait, c'est la précision qui va te permettre d'être le plus serein possible sur ton plan de recrutement. Et donc, tout ce que je te disais au début, c'est-à-dire l'imprévisibilité, tout ce que tu n'as pas prévu, bah, ça va être moins stressant parce qu'en fait, tu auras prévu tout le reste. Donc, tu peux gérer des imprévisibilités, hein, c'est la vie. Mais si tu n'as que les imprévisibilités à gérer, c'est moins stressant que si tu as les imprévisibilités plus la prévisibilité que tu n'as pas prévue, quoi. Elle est bien cette phrase. Non, elle est un peu compliquée. Non, elle est... Enfin, faut y réfléchir sur 3 secondes en mode... Ah, et c'est après tu fais ah. Cool, merci sur le principe, c'est hyper clair. Est-ce que tu pourrais nous faire une sorte de genre step by step, genre de comment tu fais ça? Genre là, je suis RH, j'ai mon équipe de 3 recruteurs et recruteuses. Allez, j'ai un petit stagiaire, parce qu'on aime bien dire un petit stagiaire, parce qu'on aime bien dans la vie générale dédaigner les stagiaires. C'est terrible comme truc. Genre chaque fois les gens ils disent un petit, tu vois, si t'as remarqué un petit stagiaire et une petite alternante, tu vois, genre c'est toujours t'es un petit ou une petite quelque chose. C'est terrible. Bon bref, c'était un aparté. Arrêtons de critiquer les plus juniors parmi nous. Donc t'as ton équipe de 5 personnes. Comment tu fais ça? Là, je suis devant une feuille, j'écoute le podcast. Qu'est-ce que je fais? Enfin, une feuille ou un ordinateur plutôt. Un ordinateur plutôt. La première chose, c'est centraliser les données. C'est ce qui va te prendre le plus de temps, mais qui va faire que ça va être beaucoup plus simple après. Donc c'est vraiment, tu vas chercher toutes les données dont tu vas avoir besoin. Donc, données passées du coup, données antérieures. Données passées et données futures aussi, genre le nombre de salariés que tu as dans la boîte, le taux de turnover que tu as eu sur les 5 dernières années, la composition des équipes, ton organigramme, enfin tu prends un peu toutes ces données. Ensuite, tu vas aller prendre le besoin de chaque équipe. Donc, a priori, si tu fais ça, c'est que ton objectif de budget a déjà été fait. Donc, les managers de chaque équipe, elles savent quelle hausse de budget il faut qu'elles fassent. Enfin, c'est dans le sens quelle hausse de chiffre d'affaires il faut qu'elles fassent. Et donc, théoriquement, de combien de personnes elles vont avoir besoin pour remplir cet objectif. Donc, elles savent. Elles vont dire, en fait, moi, j'ai besoin de recruter 15 commerciaux si je veux atteindre l'objectif business. Donc là, tu prends les besoins de chaque équipe, tu centralises tout ça. Tu te poses des questions, par exemple, est-ce qu'il y a des postes clés qu'on n'a pas encore aujourd'hui et qu'il faut qu'on recrute? Notamment, est-ce qu'il faut qu'on recrute un DRH parce qu'on n'a pas de DRH? Est-ce qu'il faut qu'on recrute, je sais pas moi, un directeur financier parce qu'on n'en a pas? Donc, tous ces postes clés. C'est l'étape 2, c'est ça. Tu as identifié et après tu choisis. Tu as centralisé les données. Ouais. Ensuite, tu vas aller prendre tous les besoins de recrutement sur l'année. Mais les besoins, c'est chaque manager d'équipe va te donner son besoin en recrutement. Et après, tu as plein de réflexions sur est-ce qu'il y a un projet clé qu'on a envie de lancer cette année et qui va nécessiter qu'on recrute des gens. Tu vois, je sais pas, ouvrir une nouvelle verticale,
lancer un nouveau produit, etc. Donc, tu as ta donnée historique et présente, tu as tous tes besoins futurs. Et là, c'est la priorisation, est-ce que ça correspond au budget. Donc là, c'est un peu tous les allers-retours avec les équipes, le directeur financier qui va te dire, en fait, là, tu veux 15 commerciaux, mais en fait, on n'a pas le budget pour ça. On va plutôt avoir 10 commerciaux, donc qu'est-ce que tu fais ? Est-ce qu'il y a des projets que tu vas faire plus longtemps ? Ça, c'est vraiment c'est la période de négociation et de collaboration qui est vraiment... c'est ce qui prend le plus de temps dans les boîtes. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit... C'est dur. Sur ça, je sais pas si c'est un truc que toi, tu vois, tu recommandes chez tes clients, mais un truc moi que j'ai fait dans les boîtes dans lesquelles j'ai bossé en tant que recruteur interne, avant de former des recruteurs, c'est en gros, pour savoir la priorité, tu vas demander à plein de personnes différentes. Parce que du coup, souvent, on fait confiance aux directeurs, directrices d'une BU, enfin d'une fonction. Un truc qui marche bien, c'est que tu vas demander à 4 personnes. Donc, tu vas demander au recruteur et à la recruteuse dédiée à ce job de prioriser ce qu'il pense lui être une priorité. Tu vas demander au manager direct, donc N+1. Troisièmement, tu vas demander à la personne qui est en gros la directrice du département. Je dis n'importe quoi, si tu as quelqu'un qui est manager SEO qui a un besoin, bah, du coup tu auras la personne qui sera en haut, qui sera grosso modo souvent en marketing, en dessous du SEO, donc head of marketing qui va dessiner. Donc ta troisième personne, et ta quatrième, c'est ton dirigeant, ta dirigeante. Et du coup sur chaque besoin, tu as 4 personnes qui vont aller noter de 1 à 5 la prio, et tu fais une moyenne de ces 4 notes. Et du coup c'est hyper collaboratif et les gens vont kiffer ça. Alors que si tu demandes que les deux, ça marche pas, quoi, aucune personne qui décide. Ouais, ou alors tu les mets tous dans une pièce et tu décides en fait de la priorisation. Mais tu veux le faire en asynchrone, tu vois, genre tu demandes chacun et t'as un gros tableau. Pour le coup, moi, c'est sur Excel, désolé. Mais du coup, chacun priorise. Et à la fin, du coup, tu vois, en effet, je sais pas, le poste qui est le plus prio, c'est 4,67. C'est ce poste de, j'en sais pas, DRH, parce qu'on se rend compte que tout le monde a dit que c'était prio. Et par contre, le chargé de SEO, il est qu'à 1,25 parce que c'est pas une prio. Et du coup, tu vas pouvoir décliner le reste. Ouais, exactement. Je te laisse continuer. Non, mais t'as totalement raison. En fait, il y a plein de façons de faire dans les boîtes. Et t'as totalement raison sur le fait d'inclure plus de personnes que juste le manager d'équipe. Surtout que plus ta boîte elle est grande et plus t'es siloté. Exactement. Et plus les managers ont l'impression que leur recrutement est prioritaire. Exactement. Tu vois, parce qu'en fait, souvent, il vaut mieux recruter une DRH que, je sais pas, un manager SEO, justement. Parce qu'en fait, elle va permettre de mettre un peu des process dans la boîte. Et donc, en fait, la boîte ira mieux. Et donc, peut-être qu'il faut la recruter en premier. Et en plus, DRH, ça met quand même plus de temps à recruter qu'un manager SEO. Donc... D'ailleurs, est-ce qu'on dit manager SEO ? J'en sais rien, non, aucune idée. Là, c'est parmi les titres. C'est hier, je sais plus, avec la personne qui gère qui avait fait le recrutement aux Jeux Olympiques, elle avait ce truc, c'était manager. Non, c'était quoi ? Manager bouger plus. C'était le truc le plus chelou qu'elle a recruté. Ton titre de job, c'est manager bouger plus. Bouger plus. Manger plus, bouger plus, ouais, le même genre de délire, quoi. Manager bouger plus. 5 légumes, 5 fruits et légumes par jour. Voilà, ce message est sponsorisé par l'INPS et Santé France. Ok, donc t'as centralisé tes données, t'as défini tes besoins, t'as mutualisé, t'as priorisé. Qu'est-ce que tu fais après ? Donc là, tu te retrouves avec, en fait, on va recruter tant de personnes sur l'année. On va recruter ces personnes-là en premier. Là, tu vas voir tes recruteurs et tu leur dis, en fait, est-ce que ce plan de recrutement, il est crédible ? Et là, tes recruteurs vont te dire, alors, oui, il est crédible sur ça, il est crédible sur ça. Mais par exemple, là, t'as budgété 80 000 € pour recruter un data scientist. En fait, aujourd'hui, les data scientists, ils sont pas payés 80 000, mais ils sont payés 100 000, chargés, hein. Et en fait, tu recruteras pas en dessous. Donc en fait, il faut que tu augmentes ta poche de budget. Là, en fait, tu as mis 3 mois pour recruter ce type de poste, mais en fait, je t'explique, c'est ultra pénurique sur le marché. On met 6 mois minimum à les recruter. Donc en fait, tu l'auras pas avant juin. Donc là, tu as juste un peu ton plan. Et après, bam, tu as un plan de recrutement sur l'année que tu vas revoir. Ça dépend vraiment des boîtes, mais il y a des boîtes qui le revoient tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 12 mois. Oui, c'est impossible que ça reste tel quel, je pense, sur une année. Exactement. Et c'est ça qui est hyper intéressant, en fait. C'est que tu te rends compte, en fait, là, on a perdu un poste clé parce que, je sais pas, il est parti. Il faut qu'on le recrute, en fait, tout de suite. Donc, on va bouger le recrutement qu'on pensait prioritaire sur ce mois-là pour le mettre celui-là. Très bien. Très clair. Et après, du coup, c'est bon. Tu recrutes quoi ? Après, go, hein. Basta, lancé. Plus qu'à. Et du coup, un truc en plus là-dessus aussi qui, tu vois, moi je te disais, c'est un truc que je faisais déjà avec ce côté genre priorisation. Un truc qui est utile, c'est quand t'as fait ça, tu vas ensuite allouer tes ressources. Je déteste ce terme de ressources, mais tout le monde comprend, donc je l'utilise. Tu vas allouer du coup les recruteurs et les recruteuses à différents jobs, et tu vas aussi du coup, en fait, tu sauras si c'est réaliste ou pas. T'as beaucoup de boîtes souvent qui font pas ça et qui se retrouvent avec des recruteurs et des recruteuses en PLS parce que du coup sous l'eau, trop de jobs et trop de complexité. Et donc faire cet exercice-là te permet ensuite de mettre en face de chaque besoin des recruteurs et des recruteuses dédiés et te dire, ok, là, typiquement, il nous manque une capacité de recruter pour 5 personnes. Et donc, tu as différents choix. Tu recrutes quelqu'un, un petit stagiaire, par exemple, ou tu appelles un cab,
où tu fais appel à un RPO, où du coup tu vas demander à des managers qui sont pas recruteurs, mais de te mettre à faire du recrutement pour que, enfin, t'as plein d'après de solutions, mais que tu peux pas savoir si t'as pas cet exercice-là. Bah on revient à ce que je te disais au début, c'est vraiment le maître mot de la data, c'est savoir. C'est ça. Et c'est beau. C'est marrant. Ouais, T'as bouclé, la boucle est bouclée. Mic drop. Enfin non, le drop pas, il coûte cher. Mais tu vois, à la non-conférence du recrutement, je suis désolée, on l'a fait il y a 2 semaines, donc il y a encore plein d'infos. Il y a une personne qui expliquait que dans sa boîte, ils avaient fait un indice de difficulté du recrutement. Et donc, en fait, ils pondaient... Enfin, donc, ils disaient ce recrutement... C'est chez Leroy Merlin qui a aidé ça, ouais. Ce recrutement est compliqué, donc en fait, on va en donner moins aux recruteurs. Parce qu'en fait, à nombre de recrutements égal, si la difficulté augmente, un recruteur peut pas gérer tout. Et donc, c'est comme ça qu'ils distribuent les recrutements quand ils arrivent chez Leroy Merlin. Et c'est hyper smart, en fait. Tu vois, c'est... Et ça devrait être plus appliqué, je pense, partout. Mais surtout, ça fait que les recruteurs partent dans l'année avec sérénité, en fait. Ça veut dire qu'ils se disent, OK, en fait, je sais ce que je dois faire, ça va aller. Et puis, c'est exactement ce que tu dis. C'est genre, on peut identifier qu'il faut faire appel à un cap de recrutement ou un RPO. Et donc, en fait, on le budgète. Et c'est pas, on ne va pas négocier un budget en urgence parce qu'en fait, on s'en sort pas. Et tu prends des gens plus chers ou moins bons parce que du coup, t'as plus le choix et du coup, personne n'est content. Et ta quality of hire, ensuite, elle décroît. Exactement. Parce que du coup, t'as l'urgence qui est arrivée. Tu peux prendre des chasseuses de tête comme Élise parce que t'as prévu Élise, je connais pas. Élise Moron, c'est ça? Ah oui, non. Tiens, t'es rentrée directement. Je me suis dit, j'ai dit une bêtise, mais je crois que vraiment, il y a écrit chasseuse de tête sur son profil. Je suis diabolique. Oui, je suis d'accord avec ça, 100%. Trop bien. Plus t'as ça, en fait, plus tu peux prioriser. Et donc, c'est là où tu vois que la donnée est utile. C'est ça, parce que tu sais. Magnifique phrase de fin. Parce que tu sais. Et donc, on revient sur le savoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi d'autre, non? Point. Point. Cool. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter avant qu'on passe aux 3 questions finales que je pose à chacun de mes invités, chacune de mes invités sur Tam. Un dernier conseil, un dernier truc ou ce que tu veux, quoi. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, ok, c'est ton conseil. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Hein. Donc je cherche un sponsor du coup de Nike pour nous faire Just Do It à la fin de chaque épisode. J'ai hésité. Ouais, tu peux. Bah écoute, je vais les appeler. Impossible is nothing, enfin tu vois. Ouais, mais j'ai déjà Tim Tyler qui est le meilleur sponsor du monde. Coucou si vous nous écoutez. Et après Nike, peut-être que je pourrais jouer en ma faveur. Tu vas demander des données à Nike. Combien vous me sponsorisez? Le mec horrible, tu sais. Ok, trop cool. Deuxième question. T'as répondu du coup au dernier conseil. Deuxième question, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre derrière le micro de Tam? Tu peux en dire 2. Si t'en as 2. C'est parce que tu sais que j'en ai 2. Je sais pas, mais souvent c'est rarement un en fait. Alors, déjà, Élise. Qui ça? Ton associé. Qui ça? Élise Moron. Ok. Ton associé, parce que je l'ai rencontré à la non-conférence du recrutement et écouté dans un podcast dernièrement. Et je trouve qu'elle est hyper smart. Elle a une manière d'expliquer le recrutement d'une manière très très business. En fait, elle donne vraiment envie, de recruter, très sincèrement, et 2, elle fait vraiment, j'ai envie de le dire en anglais, mais c'est vraiment cliché comme mot, c'est empower, tu vois, elle empower les gens à être fiers de leur métier de recruteur. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et en fait, dans la même veine, Benoît Thieb de Ikea. Je sais pas si on dit son nom de famille comme ça, parce que je l'ai jamais vraiment prononcé. Je sais aucune idée. J'ai jamais prononcé son nom de famille. Donc tu mets Benoît T ou BT pour les intimes. Benoît d'Ikea. Parce que pareil, en fait, il prend la parole sur LinkedIn, il montre son métier, il explique son métier chez Ikea, etc. Et il donne vraiment envie de faire ce métier. Et en fait, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est de donner envie d'être recruteur, c'est montrer que c'est hyper cool, montrer que c'est hyper important en fait pour les boîtes. T'es la vitrine des entreprises, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont passer des process de recrutement pour ta boîte que de personnes qui vont venir dans ta boîte par définition. 100%. Donc, t'es vraiment la vitrine de la boîte et c'est hyper business et c'est hyper important pour les entreprises. Et donc, c'est que des personnes comme ça qui rendent un peu le métier, j'ai envie de dire sexy, tu vois, mais en fait, qui donnent envie de faire ce métier, comme Maxime Lebras et des trucs. Et des personnes comme ça, quoi. Des trucs. Maxime Lebras, le truc qui nous écoute. Non, mais en plus, pas du tout le truc. Mais... C'est donc vraiment des personnes qui rendent le métier vraiment sexy
on a envie d'en avoir plus, quoi. C'est vrai. Voilà. Du coup, beaucoup de gens. Enfin, c'est aussi un peu le but de Tam Tam, c'est mettre en avant des gens cool comme ça qui justement donnent les lettres de noblesse à ce métier qui pendant longtemps a été un métier la fonction support de la fonction support de la fonction support, quoi, grosso modo. Recrutement, on prend un peu cher. Dernière question pour toi. Demain, je sais. Alors, tu me demandes pas comment tu arrives dans cette situation-là. Tu arrives sur une île déserte. T'as le droit à ton Opinel. Je dis ça parce que maintenant je vis en Savoie, donc l'Opinel c'est la base, tu vois. Ta lampe torche, d'une frontale si tu préfères, et un contenu à écouter, à voir, à lire. Ça peut être une vidéo, un podcast, un film, ce que tu veux, un livre, un article. Qu'est-ce que tu prends avec toi? Qu'est-ce que t'emmènes pour t'occuper sur cette île déserte, le temps qu'on vient de te chercher? Ah oui, le temps qu'on vient de me chercher, parce que si je reste toute ma vie... Ouais, c'est prévu. Allez, disons, t'as une semaine à t'occuper avant que quelqu'un vienne te chercher. Ah, ok. J'ai envie de dire ton podcast, parce que vraiment je l'aime bien. Ah, magnifique. Pour me réécouter. Bien sûr, ouais, exactement. Il y a un podcast que j'aime beaucoup, qui n'est pas du tout un podcast professionnel, qui est un podcast qui s'appelle La Série Documentaire sur France Culture. C'est un sujet, 4 épisodes de 1 heure, sur des sujets divers et variés. Et vraiment, t'as tout. T'as les sports extrêmes, l'apnée, le lien que t'as avec l'endroit où tu vis. Enfin, vraiment, les sujets sont hyper variés et très, très intéressants. Et c'est généralement très très bien produit. Est-ce que les gens lisent comme sur France Culture, avec une manière très douce et posée de t'expliquer le documentaire? Non, parce que c'est vraiment des podcasts documentaires. Ah ok, donc c'est pas en mode non. Ok. C'est pas France Culture les matins, très bien. quoi. Ok. Tu vois, qui te berce et qui te rendort alors que t'as peine éveillé, quoi. C'est pas les chemins de la philosophie, c'est vraiment des podcasts documentaires avec des gens qui racontent, notamment l'apnée. Si c'est des gens qui font de l'apnée et qui racontent ce que ça fait d'être en apnée. Donc c'est vraiment des sujets qu'on n'a pas du tout l'habitude de couvrir et qu'on n'a pas du tout l'habitude sur lesquels on n'a pas du tout l'habitude de se renseigner, mais qui sont vraiment, quand t'es dedans, t'es là, mais ah ouais, l'apnée, c'est fou, en fait. On mettra le lien en commentaire de ce magnifique documentaire. Trop bien, parfait. Donc du coup, tu recommandes Tam Tam et je recommande Tam Tam. La série évidemment documentaire. Que je recommande. C'était tes deux recommandations. Enfin, c'était un peu facile de dire ça. Bravo, parce que bon. Ok, est-ce que tu as un mot de la fin? Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, une deuxième fois. Just do it. Et puis, si vous avez une question, vous pouvez venir me parler. Oui, tu auras évidemment ton lien LinkedIn qui sera mis en bas, pareil, en commentaire de cet épisode. Merci Juliette de t'être levée de bon matin pour venir enregistrer. C'était un plaisir. Ouais, c'est une semaine marathon pour moi et tu l'as conclu en beauté, presque, parce qu'il reste une dernière truc avant le week-end. Mais merci d'être venue. C'était vraiment trop chouette et à bientôt. À bientôt. Merci Salut. Juliette. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.